Une voiture permet de se déplacer, mais personne ne vit dans son véhicule. Même si, parfois, la voiture ressemble à une partie de l'habitation principale qui serait devenue mobile. De toute manière, il faut parfois s'arrêter, descendre de son véhicule et le laisser pour pouvoir faire autre chose. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrêt et du stationnement. C'est simple, il suffit de ranger la voiture et puis voilà. Non. Cela implique la connaissance de certaines règles pour choisir la place à utiliser et la connaissance de certains savoir-faire pour effectuer les manœuvres en sécurité. Une remarque et une constatation pour commencer. Il est de plus en plus difficile de trouver des rues où tous les véhicules sont bien positionnés. Si de temps en temps une voiture n'est pas bien placée, cela ne doit pas devenir un modèle à imiter. Enfin, pour éviter que tous les trottoirs ne finissent comme des remparts infranchissables, nous pourrions tous essayer de faire un effort pour nous placer correctement sans gêner les autres. Regardons ensemble une séquence de circulation et réfléchissons au rôle du conducteur qui va stationner. Si j'accélère, tant pis pour le gamin. Si je freine, trop tard. Il a ouvert sa portière. Si je m'écarte, dommage pour le cyclomotoriste. On peut penser que si le véhicule de livraison ne s'était pas garé sur le passage pour piétons, l'accident ne serait pas arrivé. Quelle est la différence entre l'arrêt et le stationnement? Cela peut paraître sans importance, mais en France, ces deux actions sont parfaitement définies. Commençons par l'arrêt. S'arrêter, c'est immobiliser le véhicule pour permettre le chargement ou le déchargement, la montée ou la descente des passagers. Une condition est définie pour dire que c'est un arrêt. Un conducteur doit rester à proximité immédiate pour pouvoir déplacer le véhicule instantanément si besoin. C'est clair. Un arrêt, c'est quand cela ne dure pas longtemps. Non, ce n'est pas cette notion-là qui a été utilisée. C'est le fait de pouvoir déplacer le véhicule rapidement qui permet de dire si c'est un arrêt ou un stationnement. Donc ici, pour aller chercher le pain dans la boulangerie de l'autre côté de la rue, c'est un stationnement. Oui, surtout s'il y a foule. À propos, stationner, cela se définit comment? Par opposition, quand un véhicule n'est pas arrêté, il est stationné, c'est-à-dire que personne ne peut le déplacer rapidement en cas de besoin. Cette camionnette est arrêtée car le conducteur est au volant pendant qu'une autre personne décharge les colis. Oui, et cela peut parfois durer assez longtemps. Peut-on déjà apprendre une règle qui servira partout? Ne pas gêner les autres usagers, du piéton au conducteur de poids lourd, est le principe qui nous permet de dire si l'on a le droit ou non d'utiliser une place pour stationner ou s'arrêter. D'ailleurs, dans certains endroits, on peut s'arrêter, mais on n'a pas le droit de stationner. Là aussi, en général, c'est une question de bon sens. Ce véhicule est en stationnement. Réponse A. À l'arrêt. Réponse B. Pour pouvoir dire que l'on est arrêté, il faut qu'un conducteur puisse déplacer le véhicule rapidement en cas de besoin. Ici,
Il ne reste qu'un enfant dans le véhicule. On peut dire que le véhicule est stationné. Réponse A. On peut considérer que ce véhicule est arrêté. Réponse A. Stationné. Réponse B. Un arrêt est défini par le fait qu'un conducteur puisse déplacer le véhicule rapidement en cas de besoin. Ici, le conducteur est resté au volant. Le véhicule est arrêté pour permettre le déchargement ou le chargement. Réponse A. Nous commençons par l'agglomération. Oui, c'est sûrement l'endroit où les problèmes de stationnement sont les plus importants. Les différences d'infrastructure et de densité de circulation ont imposé des règles totalement différentes en et hors agglomération. L'objectif en ville est surtout de ne pas gêner les autres usagers. Quelles sont les règles principales pour stationner en ville? Une des particularités de la ville est la mise en place des trottoirs qui sont réservés aux piétons. Il n'est pas question, en règle générale, de placer une voiture sur le trottoir pour gêner les piétons qui s'y déplacent. Les véhicules doivent être sur la chaussée, le long du trottoir. D'accord, mais on peut choisir le côté pour stationner. Non, et c'est la deuxième règle. Il faut placer le véhicule dans le sens de la circulation. C'est très important, car une fois placé à gauche, il est particulièrement difficile et donc dangereux de traverser la chaussée pour repartir. On doit donc s'arrêter et stationner à droite? Oui, ce sont les deux conditions à respecter dans les rues à double sens de circulation. Bien entendu, dans les sens uniques, le conducteur a le choix entre la droite et la gauche, car il sera toujours dans le sens de la circulation. Mais parfois, à l'entrée des petites agglomérations, les trottoirs n'existent pas. En effet, si le bas-côté de la route reste un accotement, il faut placer le véhicule sur l'accotement. Si c'est fait ainsi, c'est que peu de piétons utilisent cette portion de route, que parfois la vitesse est relevée à 70 km/h et qu'il serait dangereux de laisser des véhicules sur la chaussée. Existe-t-il des endroits où l'on peut se placer à cheval sur le trottoir et la chaussée? Cela peut être autorisé, mais une signalisation doit l'indiquer. Ce panneau et ce marquage qui permet de définir quelle place il faut laisser aux piétons. On va d'abord voir les différentes manières de se positionner dans une place de stationnement. Quand on se met le long du trottoir, souvent entre deux voitures, on dit que l'on fait un créneau. Quand on se range sur des places aménagées en biais par rapport à la chaussée, on dit que l'on se gare en épi. Et quand on se place perpendiculairement à la chaussée, on appelle le stationnement en bataille. Quand il y a plusieurs places de libre, on peut prendre n'importe laquelle. Il vaut toujours mieux choisir, quand c'est possible, la place où le danger est le moins présent. Quels critères permettent de choisir? La facilité pour se garer ou la facilité pour repartir sont des critères de choix. Une place comme celle-là est particulièrement délicate à cause de la borne qui se trouve à l'entrée. Au moment de repartir, surtout si l'on arrive de l'autre côté, un rapide contrôle autour du véhicule permet d'éviter 500 € de réparation de carrosserie. Un autre critère de choix peut être la position des véhicules qui sont garés sur les places à côté. S'ils sont trop près ou si leurs roues sont tournées du mauvais côté, il y a un risque d'accrochage quand ils repartiront. En plus, je ne serai pas là, et il est de plus en plus rare que les responsables d'accrochage laissent leurs coordonnées. J'ai remarqué que dans la plupart des exemples que l'on a déjà vus, les voitures se garaient en marche arrière. Y a-t-il une raison à ça? Ce n'est pas l'entrée qui conditionne ce conseil important, c'est la sortie. Pour sortir, il est vital de voir. Il n'y a qu'un moyen pour cela, c'est de sortir en marche avant. Sortir en marche arrière, c'est souvent attendre le coup de klaxon pour savoir si quelqu'un arrive sur la chaussée. Donc, pour sortir en marche avant,
Il faut entrer en marche arrière. À moins que le parking soit vide. Entrer en marche arrière a un autre avantage. La manœuvre se fait en arrivant. C'est-à-dire quand on est encore entièrement à sa conduite et en voyant parfaitement bien la circulation. Mais c'est gênant de reculer dans la circulation. Oui, mais de toute manière, il faudra reculer à un moment ou à un autre. Alors mieux vaut reculer quand on voit les voitures arriver. On recule vite fait pour gêner le moins longtemps possible. Non. On ne recule que si l'on ne gêne pas les usagers qui circulent sur la chaussée. Ils sont prioritaires. Après, quand on a décidé de faire sa manœuvre, il vaut mieux ne pas traîner, mais en regardant quand même partout pour ne pas gêner et ne pas accrocher une voiture en stationnement. Il y a de plus en plus de parkings en ville. Y a-t-il des règles à retenir? D'abord, les règles de circulation sont les mêmes, car ce sont des lieux publics. Ensuite, souvent, ils sont payants. Généralement, il faut prendre un ticket en entrant, il donne l'heure d'arrivée, et avant de sortir, il faut payer. Quand ce sont des caisses automatiques, il faut avoir le ticket sur soi. Après avoir payé, la machine redonne un ticket qui permet de passer la barrière de sortie. N'oubliez pas de demander votre reçu lors du paiement. Attention, il existe une limite de temps entre le paiement et la sortie effective du parking. Pour les parkings souterrains, on peut donner un conseil ou deux? D'abord, l'accès est réglementé, parfois interdit pour les voitures équipées de GPL, gaz de pétrole liquéfié. Une signalisation à l'entrée précise les conditions. Ensuite, attention à la hauteur. Avec une voiture, il n'y a jamais de problème, mais dès que l'on est à bord d'un monospace, d'une camionnette, ou quand on a une galerie chargée, il vaut mieux vérifier que cela passe, sinon gare aux dégâts. Enfin, dans la plupart des parkings souterrains, les voies de circulation sont particulièrement étroites. Il faut conduire d'une manière délicate et précise pour ne pas heurter les bordures. Les règles que nous allons étudier seront-elles valables dans toute la ville? Les règles particulières de stationnement ou d'arrêt peuvent s'appliquer à toute une ville, à un quartier seulement, ou même à une rue uniquement. Comment reconnaître ces différents espaces? Quand la réglementation concerne plusieurs rues, un panneau de zone sera mis en place. Il a une forme particulière. Il est carré et à l'intérieur, on place le panneau qui indique la règle de stationnement. Si un panneau de zone est placé avec le panneau d'entrée d'agglomération, cela veut dire, en principe, que la règle est valable pour toute l'agglomération. Peut-il être placé dans une rue? Oui, et dans ce cas, la réglementation commence au panneau et ne se finira que lorsque l'on rencontrera un panneau de fin de zone. Cela implique que si on tourne à droite ou à gauche à une intersection, la réglementation qui a été imposée par le panneau d'entrée de zone est identique dans ces rues, même si aucune signalisation ne le rappelle. Parlons maintenant des interdictions complètes. Il existe des endroits où l'on veut interdire le stationnement, mais parfois, c'est même l'arrêt qui doit être interdit. Il y a des panneaux pour cela. Ce panneau interdit de stationner. À partir du panneau, sur la chaussée et bien sûr le trottoir ou l'accotement, du côté où le panneau est implanté. Attention, seul le stationnement est interdit, ce qui veut dire que l'arrêt est autorisé. Faut-il attendre un panneau de fin pour pouvoir stationner à nouveau? L'interdiction est valable jusqu'à la prochaine intersection. C'est un peu normal, car à l'intersection, des véhicules peuvent arriver de droite ou de gauche. Il faudra placer à nouveau un panneau pour interdire le stationnement si l'on veut que l'interdiction continue. Est-ce la même chose pour l'interdiction de s'arrêter? Bien sûr, seul le panneau change. Il comporte 2 barres en croix à l'intérieur du panneau. Attention, si l'arrêt est interdit, le stationnement l'est encore plus. Et dans une zone, le stationnement et l'arrêt peuvent être interdits? Bien sûr, il suffit de placer ces signaux dans un panneau de zone. Il faut noter qu'interdire l'arrêt dans une zone est assez rare, car cela impose aux véhicules de rouler. Il faut des raisons importantes pour ne pas tolérer l'arrêt. Mais j'ai vu des lignes jaunes peintes sur le bord du trottoir. Cela concerne le stationnement? Oui,
C'est une autre manière de montrer aux automobilistes les interdictions de s'arrêter ou de stationner. Cela peut être un complément ou un rappel des panneaux, mais aussi directement l'interdiction. Quelle est la différence entre la ligne continue et la ligne discontinue? La même différence que pour les panneaux. La ligne discontinue veut dire interdiction de stationner, je peux donc m'arrêter. La ligne continue, interdiction de s'arrêter, donc de stationner. J'ai aussi vu des lignes zigzag en jaune sur la chaussée. Il est interdit de rouler dessus? Elle matérialise un arrêt de bus. Interdiction de s'arrêter car elle est continue. En marche normale, je passe dessus sans faire d'écart. Il est seulement interdit de se placer dessus, même un court instant pour déposer un passager. Mais il y a des interdictions qui ne sont pas signalées par des panneaux ou des lignes. Bien sûr, quand le danger est réel, il n'y a pas besoin de mettre en place de signalisation. Cela doit être évident pour chaque conducteur. Il n'est pas question de stationner ni de s'arrêter quand on risque de provoquer indirectement un accident. C'est pareil si l'on oblige un autre usager à commettre une infraction. On peut voir quelques exemples? Il est interdit de stationner ou de s'arrêter à proximité des intersections, dans les tunnels ou sur les ponts, sur ou à proximité des passages à niveau. Et des exemples où l'on oblige les autres usagers à commettre une infraction? Quand une ligne continue sépare les voies de circulation, il est évident qu'un véhicule qui stationne ou qui s'arrête un instant obligerait les conducteurs derrière à attendre ou à franchir la ligne continue. C'est la même chose avec des voies de présélection comportant des flèches de direction. Sans parler du danger d'accident, il existe des endroits où l'on gêne les autres. Oui, et on peut les classer en deux groupes différents. Les endroits où le stationnement et l'arrêt sont interdits, et les endroits où seul le stationnement est interdit, mais où il est possible de s'arrêter. Commençons par le stationnement et l'arrêt interdit. Il est interdit de se placer à un endroit où l'on gêne la visibilité de la signalisation, les feux entre autres. Au milieu de la rue, il est normal de se placer à une distance raisonnable du trottoir et pas n'importe comment. Sur le trottoir, qui est un endroit réservé aux piétons. Pensez aux poussettes et aux landaux, parfois conçus pour des jumeaux. Bien entendu, sur les passages pour piétons, sur les places réservées aux taxis, sur les pistes et bandes cyclables. Ce sont des endroits réservés aux petits deux roues. Sur les voies de bus, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Continuons par les endroits où il est interdit de stationner, mais où l'arrêt est autorisé ou toléré. L'arrêt sera autorisé quand le fait de pouvoir dégager rapidement la place fera que la gêne est inexistante. Par exemple, devant les entrées de garage, d'immeubles ou tout passage de ce genre. En double file, le long des voitures stationnées, mais à une condition, de ne pas être trop longtemps un obstacle incontournable pour les usagers qui arrivent derrière. En revanche, normalement, il est interdit de faire un arrêt devant des véhicules stationnés sur un parking en épi ou en bataille. C'est effectivement risqué, si les véhicules sont placés en marche avant et ressortent en marche arrière. Placé où je suis, je peux stationner, oui, réponse A, non, réponse B. M'arrêter, oui, réponse C, non, réponse D. En agglomération, les trottoirs sont réservés aux piétons. Il paraît logique que le stationnement des véhicules s'effectue sur la chaussée. Il est même interdit de se placer à cheval, sauf signalisation qui l'autorise. Ce n'est pas le cas ici. Réponse B et D. Dans cette rue, je peux m'arrêter à droite, réponse A, m'arrêter à gauche, réponse B, stationner à droite, réponse C, stationner à gauche, réponse D. En agglomération,
je dois me placer dans le sens de la circulation. Cela veut dire qu'il est interdit de traverser la chaussée pour aller se placer à gauche. Dans les rues à double sens de circulation, si les deux côtés permettent le stationnement, je me place toujours à droite, soit directement, soit en faisant demi-tour dans un endroit autorisé. Réponse A et C. En tournant à droite à la prochaine intersection, le stationnement sera interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt sera interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que l'on rentre dans une zone où le stationnement est interdit. La notion de zone précise que la règle s'applique jusqu'à ce que je rencontre un panneau de fin de zone ou que je sorte de l'agglomération. Ici, en tournant à droite ou à gauche, à la prochaine intersection, l'interdiction continue. Je ne pourrai pas stationner, mais un arrêt sera possible. Réponse A et D. Une autre question importante. Souvent, toutes les voitures sont garées du même côté de la rue, et en plus, ce n'est pas toujours le même côté. En effet, en complément des règles générales que nous avons vues en ville, il est souvent nécessaire d'imposer, à cause de la largeur des rues, un seul côté pour le stationnement. Pour cela a été créé le stationnement unilatéral, un seul côté, à alternance, pour que ce ne soit pas toujours le même côté, et semi-mensuel. Il a fallu choisir une période pour changer, tous les 15 jours. Ce panneau indique que tout le quartier est concerné. Comment fait-on pour savoir où stationner ? Le côté du stationnement est déterminé en fonction de la date. Pendant la première quinzaine, du 1er au 15, je dois stationner du côté des numéros impairs. Et pendant la deuxième quinzaine, du 16 au 30 ou au 31, du côté des numéros pairs. Vous remarquerez que tout ce qui est impair va ensemble. Première quinzaine, 1 au 15, je stationne côté impair. Et tout ce qui est pair aussi. Deuxième quinzaine, 16 au 30, je stationne côté pair. Attention! C'est une règle où l'on apprend le côté du stationnement et pas l'interdiction. Et pour changer de côté ? Il a fallu choisir. C'est arbitraire et c'est pourquoi on voit souvent des voitures des deux côtés au début et au milieu de chaque mois. Le changement de côté devrait s'effectuer le dernier jour de chaque quinzaine entre 20h30 et 21h. Parfois, on voit ces panneaux sur les trottoirs. Là, ce sont de vraies interdictions qu'il faut lire simplement. Ce panneau interdit de stationner du 1er au 15 du côté où il est implanté. Cet autre interdit le stationnement du 16 au 31. Il est placé sur l'autre trottoir. Ces panneaux sont très utiles dans une rue où il n'y aurait pas d'immeuble, donc pas de numéro pour se repérer. On m'a parlé de disques de stationnement. Dans les centres-villes où le passage est important et où les stationnements prolongés pourraient contrarier une circulation fluide et limiter les possibilités d'échange et de commerce, il a été nécessaire d'imposer une durée limitée pour le stationnement. Ce panneau indique que l'on rentre dans une zone où le stationnement est à durée limitée, avec contrôle par disque. Parfois, les places de stationnement sont délimitées par des lignes bleues. C'est pourquoi on appelle ces zones des zones bleues. Ce panneau précise la fin de la zone. Le symbole du disque sur le panneau est progressivement remplacé par celui-ci, et un panonceau précise la durée maximum du stationnement. Et ce disque, comment faut-il s'en servir ? Il faut placer dans cette fenêtre l'heure d'arrivée, et automatiquement, l'heure maxi à laquelle je dois quitter la place est mentionnée dans cette autre fenêtre. La durée du stationnement ne peut excéder 1h30. Exemple, il est 15h45, je devrais repartir avant 17h. Cette réglementation est valable tout le temps ? Non, seulement pendant les périodes de circulation importantes, entre 9h et 11h30, puis de 14h30 à 18h. Le midi, quelqu'un qui arrive entre 11h30 et 14h30 peut rester jusqu'à 15h30.
Et où placer ce disque? Il doit être mis derrière le pare-brise, du côté du trottoir, pour pouvoir être facilement contrôlé. Et si je veux rester plus longtemps, il suffit que je vienne tourner le disque. C'est interdit en principe, car cela contrarie l'idée de base qui est de faire bouger les véhicules régulièrement. Ces disques de stationnement sont progressivement remplacés par des disques ne comportant pas de fenêtre indiquant l'heure à laquelle la place doit être libérée. La durée de stationnement est renseignée par un panonceau ou un autre moyen. Parfois, il faut payer pour stationner. Oui, c'est une réglementation encore plus contraignante qui ne doit être mise en place que dans les endroits où il est nécessaire de libérer encore plus souvent les places de stationnement. Je paye, donc je reste juste le temps nécessaire. Y a-t-il plusieurs moyens pour payer? Oui, les parcs-mètres, qui sont des appareils placés près de chaque place de stationnement, ils disparaissent pour des horodateurs qui délivrent un ticket comportant l'heure d'arrivée et l'heure maxi pour le départ. Ce ticket doit être mis derrière le pare-brise du véhicule pour être bien visible. De plus en plus, pour payer son stationnement, l'automobiliste doit se procurer une carte à puce dans les bureaux de tabac ou une carte Monéo. Apparaissent aussi de plus en plus, dans certaines villes, des parcs-mètres portables individuels. Il s'agit de boîtiers électroniques qu'il suffit d'accrocher au rétroviseur. Une carte à puce fait office de porte-monnaie et est créditée d'un certain nombre d'unités. Certaines places peuvent être réservées à une catégorie d'usagers particuliers? Cela existe quand les raisons sont réelles. Les taxis ont des emplacements réservés. Les bus ont des arrêts sur lesquels il ne faut ni stationner ni s'arrêter. Les parkings comportent maintenant des places réservées aux personnes handicapées. C'est un manque de courtoisie élémentaire que d'utiliser ces places, surtout quand les parkings sont pleins, car c'est là qu'elles sont utiles pour ces personnes en difficulté. On trouve aussi maintenant des endroits où l'on peut recharger les véhicules électriques pendant la durée du stationnement. Ces places sont évidemment réservées à ce type de véhicule. Dans cette zone, pour stationner, je dois tenir compte des numéros des immeubles. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la date. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que le stationnement est à alternance semi-mensuelle, c'est-à-dire qu'un seul côté doit être utilisé et que toutes les quinzaines, il faut changer de côté. La règle est: je stationne côté impair pendant la première quinzaine et côté pair la deuxième quinzaine. Je dois donc regarder les numéros des immeubles et savoir la date pour connaître le côté du stationnement. Réponse A et C. Nous sommes le 19 septembre. Je peux stationner de ce côté de la rue? Oui, réponse A. Non, réponse B. De l'autre côté de la rue? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau sert en général de rappel pour préciser le côté du stationnement dans une zone où le stationnement est à alternance semi-mensuelle. C'est une vraie interdiction. Je ne peux pas stationner du 1er au 15 du mois du côté où est implanté ce panneau. Nous sommes le 19, je peux stationner de ce côté uniquement. Réponse A et D. Un changement de côté par quinzaine s'effectue normalement dans la soirée du 15. Réponse A. Dans la matinée du 16, réponse B, entre 21h30 et 22h, réponse C, entre minuit et 9h du matin, réponse D. Dans une zone où le stationnement est à alternance semi-mensuelle, il faut changer de côté. C'est une règle. Le changement de côté devrait s'effectuer le dernier jour de chaque quinzaine, entre 20h30 et 21h. Réponse A. Quand on sort de la ville, tout change.
Une grande partie des interdictions restent les mêmes. Ce qui change surtout, c'est le choix de l'endroit pour stationner. Il faut placer le véhicule sur l'accotement. Et sur l'autoroute? Là, il n'y a pas à se poser de questions. Sauf cas d'urgence que nous verrons tout à l'heure, les arrêts et stationnements se font sur des parkings aménagés qui se nomment aires de repos ou de service, quand il y a une station-service, un bar ou un restaurant. Revenons à la route. Quelles sont les règles essentielles? Comme on vient de le dire, sur l'accotement. Complètement sur l'accotement pour ne pas gêner ou devenir dangereux. Et si possible du côté droit dans le sens de la marche pour pouvoir repartir facilement. Cela veut dire que parfois, je peux me placer à gauche? Vraiment quand on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que l'accotement droit est trop étroit ou impraticable. Et bien sûr, si je ne peux pas continuer ma route pour trouver un peu plus loin une place qui offre plus de sécurité. Sur certaines routes, des parkings sont aménagés. En effet, il est conseillé de les utiliser, mais rien n'interdit de se placer sur l'accotement entre deux parkings si l'on a besoin de s'arrêter ou stationner. Il n'y a que sur les routes pour automobiles et les autoroutes que l'arrêt et le stationnement sont interdits sur l'accotement qui devient une bande d'arrêt d'urgence. Maintenant que j'ai choisi l'endroit, comment faire pour aller sur l'accotement? Un ou deux conseils simples. Annoncer son intention en mettant le clignotant à droite suffisamment à l'avance. Ralentir au maximum sur la chaussée goudronnée en ayant pris soin de vérifier la circulation vers l'arrière. Quelques appels de feu stop sont parfois bien utiles. Et pour repartir? Eh bien, pour ne pas gêner, il faut regarder loin devant et loin derrière, annoncer son départ avec le clignotant gauche, ni trop tôt ni trop tard, pour ne pas surprendre les usagers arrivant derrière, utiliser l'accotement comme une voie d'accélération s'il est bien praticable. L'idéal est de se garer sur un parking. Bien sûr, et c'est pourquoi ils sont annoncés par une signalisation qui donne la distance et parfois des indications utiles. Faut-il s'arrêter au début ou à la fin du parking? C'est une question de sécurité en fonction de l'endroit. Parfois, il sera mieux de se placer au début pour pouvoir accélérer en repartant. Parfois, il sera mieux de se placer en bout de parking pour ne pas gêner un véhicule qui nous suit, par exemple. Bien, on a vu où l'on devait se placer pour s'arrêter ou stationner. Mais il y a des cas où c'est interdit. Comme toujours, quand cela risque de gêner ou si cela est dangereux. Parfois, un panneau est mis en place pour interdire soit l'arrêt et le stationnement uniquement. J'ai vu des panneaux avec des petits panonceaux en dessous. Il est en effet possible de définir à l'avance une étendue où il est interdit de stationner. À partir du panneau, et sur une distance de 500 mètres. On peut aussi rappeler que l'interdiction existe. Et cette mise en place indique la fin de l'interdiction. Y a-t-il des endroits où c'est interdit sans panneau? Même sans signalisation, il est interdit de stationner et de s'arrêter à proximité des virages, des sommets de côte et des intersections. Le principe est simple. Si je peux gêner la visibilité pour les autres usagers, il est interdit de stationner et de s'arrêter. Il n'y a pas que la visibilité. Non, bien sûr. Si je gêne directement d'autres usagers, par exemple sur les voies spécialisées, voies pour véhicules lents, arrêts de car, et dans les zones où il y a des risques de chute de pierre, il est évident que la prudence demande de ne pas s'arrêter, même s'il n'y a pas de panneau d'arrêt interdit. Faisons une petite incursion sur l'autoroute. On annonce les aires de repos longtemps à l'avance, et par une suite de panneaux pour que les conducteurs aient le temps de se préparer. On précise en général la distance à parcourir avant d'arriver à l'aire de repos, et les aménagements que l'on va trouver. Station-service, restaurant, cafétéria ou hôtel, garage, pour un dépannage possible. Y a-t-il des aires de repos de manière régulière? En général, il n'y a jamais plus de 35 km entre deux aires de repos. Tous les services sont annoncés en double pour que les conducteurs puissent décider s'ils s'arrêtent ou s'ils continuent encore un peu.
Une fois sur l'aire de repos, quel conseil? D'abord, il faut trouver les places réservées à sa catégorie de véhicules. Voiture, caravane, poids lourd. Puis, comme sur les parkings en ville, il est préférable de se placer pour sortir en marche avant, surtout quand les voitures sont bien chargées. En repartant, suivre les panneaux qui mènent à l'autoroute pour ne pas se retrouver à contresens. Je peux m'arrêter à droite de la ligne. Réponse A. À cheval sur la ligne. Réponse B. Sur la chaussée. Réponse C. Sur route, pour stationner ou s'arrêter, la sécurité demande de se placer en dehors de la chaussée quand cela est possible. Ici, je dois placer mon véhicule à droite de la ligne pointillée qui sépare la chaussée de l'accotement. Réponse A. Dans cette situation, je peux stationner sur le parking de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. De gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur route, la règle est simple. Le stationnement et l'arrêt s'effectuent sur l'accotement et à droite en général. Ici, les parkings sont placés face à face. Il est évident que l'on doit en priorité utiliser celui de droite. La voiture stationnée, si elle me gêne un peu, ne doit pas me faire aller à gauche. Ce serait plus difficile et dangereux pour repartir. Réponse A et D. En se plaçant sur l'accotement, il est préférable de stationner avant le sommet de côte. Réponse A. Après le sommet de côte. Réponse B. Hors agglomération, il faut se placer sur l'accotement pour s'arrêter ou stationner. Ici, en se mettant bien en dehors de la chaussée, il est préférable de mettre le véhicule avant le sommet de côte. Ainsi, le véhicule étant bien visible, il ne gênera personne et la visibilité sera bonne pour repartir. Réponse A. Sur cet emplacement, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Parfois, hors agglomération, des arrêts sont aménagés pour les cars des lignes régulières. Ce panneau précise que l'emplacement est réservé aux cars, donc interdit aux autres usagers. Je dois aller un peu plus loin pour trouver une place en dehors de la chaussée. Réponse B et D. Je pourrais faire le plein de carburant à 500 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais faire une pause à 20 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur les autoroutes, les aires de repos sont annoncées à l'avance, et avec cette particularité de préciser les aménagements que l'on va y trouver. Carburant, cafétéria, mais aussi où se trouveront le même type d'aménagement plus loin. C'est pour cela que des panonceaux sont placés en dessous de chaque aménagement. Ici, une autre station se trouve à 20 km et une autre cafétéria à 50 km. Bien entendu, rien n'empêche de faire une pause sur le parking de la station-service située à 20 km. Réponse A et C. Sur la prochaine aire de repos, je trouverai une station-service. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un hôtel. Oui, réponse C. Non, réponse D.
La signalisation des aires de repos précise souvent les services que l'on va y trouver. En effet, c'est en circulant que je dois décider où je m'arrête. Ce signal indique une station de carburant, celui-ci un restaurant, celui-là une cafétéria. Voici celui qui aurait annoncé un hôtel. Réponse A et D. Il y a des cas où l'on ne peut pas attendre pour s'arrêter. En effet, en cas d'urgence, il va falloir trouver rapidement une place pour s'arrêter. Mais pas question de mettre la vie de ses passagers en danger. Peut-on faire une liste des cas de danger immédiat? Cela va de la panne mécanique, roue crevée, panne moteur, à un enfant malade, en passant par un début d'incendie ou un insecte qui se promène dans l'habitacle. Mais les premiers signes de fatigue ou le téléphone qui sonne ne sont pas considérés comme tels, car on peut continuer un peu pour trouver une vraie place de stationnement en sécurité. Où se placer? Sur autoroute, pas de problème. Dans 90% des cas, il y a une bande d'arrêt d'urgence conçue pour cela. Cela impose de faire l'effort de rejoindre la bande d'arrêt d'urgence, même si l'on était en cours de dépassement sur la voie de gauche. Quand il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, il y a souvent des refuges à utiliser quand on peut les atteindre. Sur la route, on sera parfois obligé d'aller se placer à gauche si on peut traverser la chaussée sans danger. On doit signaler le véhicule? Sur autoroute, c'est obligatoire, même bien à droite sur la bande d'arrêt d'urgence. Sur route, si l'on est bien placé, ce n'est pas obligatoire, mais si le véhicule est à cheval sur la chaussée, c'est vital. Quels moyens existe-t-il pour présignaler le véhicule? Il en existe deux. Le triangle de présignalisation, qui est surtout utile quand le véhicule est placé à la sortie d'un virage ou après un sommet de côte. Ici, il est placé avant le virage, de manière à le rendre visible de loin. Les feux de détresse, qui d'ailleurs peuvent être allumés dès que le danger apparaît et qu'il faut conserver tout le temps. Peut-on réparer soi-même? Il faut faire très attention en sortant du véhicule côté chaussée et attendre qu'il n'y ait pas de véhicule à circuler sur la voie de droite. Dès que possible, si les conditions le permettent, il faut se placer derrière le rail de sécurité. Sur autoroute, la réparation doit être rapide. Il faut savoir que beaucoup d'accidents concernent des personnes à pied. On peut changer une roue, mais attention, si la roue crevée est du côté de la chaussée, c'est particulièrement risqué. Pensez qu'un camion peut passer à fond à 50 cm. C'est plus facile sur route? Parfois oui, mais il y a aussi des cas délicats. Changer une roue côté chaussée dans la pénombre, c'est se faire peur à tous les coups. Et si on ne peut pas s'en sortir tout seul? Il faut appeler de l'aide, bien sûr. Sur route, le téléphone portable est bien utile. Une fois arrêté, bien entendu. Sur autoroute, des bornes d'appel d'urgence sont placées tous les 2 km environ. Il est obligatoire de les utiliser. Elles permettent d'entrer en contact avec le poste de gendarmerie autoroutier. Pour les utiliser, pas besoin de pièces de monnaie ou de carte de crédit, c'est gratuit. Encore un conseil. Oui, beaucoup d'assurances ont inclus une assistance dans leur contrat. Lisez attentivement les conditions avant de prendre la route et pensez à avoir le numéro d'appel dans votre voiture. Et après, comment repartons? Sur route, comme après un stationnement, et sur l'autoroute si vous avez pu réparer, il est indispensable d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence comme une voie d'accélération. Et en ville, que peut-on dire de particulier? Si on tombe en panne, c'est toujours moins dangereux. La seule chose à retenir est que les feux de détresse ne sont pas un moyen de signaler un véhicule mal arrêté ou stationné. Cela n'empêchera pas une contravention, ou pire, l'enlèvement d'un véhicule très gênant. Sur ce type de route, autoroute et route à accès réglementé, je peux m'arrêter à droite. Si un enfant est malade, réponse A. Si mon voyant de carburant s'est allumé, réponse B. Si une guêpe a pénétré dans la voiture, réponse C. Pour changer de conducteur, réponse D. Sur les routes où la vitesse est élevée, c'est-à-dire les autoroutes et les routes à accès réglementé à sens unique, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur l'accotement.
Des aires de repos sont d'ailleurs aménagées régulièrement pour pouvoir s'arrêter en sécurité. En revanche, des urgences peuvent se produire. Un enfant malade, un insecte dangereux dans l'habitacle, une panne mécanique. Dans ces cas, je peux m'arrêter sur cette partie de la route que l'on appelle bande d'arrêt d'urgence. Réponse A et C. En cas de panne, quand il y a une bande d'arrêt d'urgence, il est conseillé d'attendre les secours. Dans le véhicule, réponse A. Hors du véhicule, sur la bande d'arrêt d'urgence, réponse B. Derrière la glissière de sécurité, réponse C. En cas de panne, quand il existe une bande d'arrêt d'urgence, il est indispensable de placer le véhicule sur celle-ci. Ensuite, après avoir prévenu les secours, le mieux est de se placer derrière le rail de sécurité, à l'abri d'un suraccident toujours possible. Réponse C. Bien sûr, il faut décider en fonction des conditions. En plein hiver, avec un bébé, sous la pluie, il est inconfortable de rester dehors. En panne, pour placer le triangle de présignalisation, je me dirige vers la droite, réponse A, la gauche, réponse B. Il devra être visible au minimum à 30 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le rôle de la présignalisation en général, et du triangle en particulier, est d'annoncer aux usagers qui arrivent qu'un obstacle existe sur la chaussée. Il faut placer le triangle du côté où est l'obstacle. Je prends mon triangle et je me dirige vers la droite pour le placer de telle sorte qu'il puisse être aperçu très tôt par les autres usagers. Réponse A et D. Peut-on donner quelques conseils complémentaires qui serviront pour stationner ou s'arrêter? D'abord, avant de trouver une place pour stationner, il faut parfois chercher. Chercher, cela veut dire circuler lentement au risque de gêner un peu les autres usagers. Le minimum est de prévenir. Mettre son clignotant à droite est essentiel. Regarder derrière de temps en temps permettra d'adapter son comportement aux risques réels qui peuvent exister. En circulant lentement, on est souvent près des véhicules stationnés. Alors, attention aux portières qui s'ouvrent. À propos, y a-t-il des équipements spécifiques pour le stationnement? Bien sûr, le frein à main, sa course doit être de 3 ou 4 crans environ. Il est inutile de le tirer comme un fou. Après, on ne peut plus le desserrer. Il y a aussi un antivol qui bloque la direction et coupe l'allumage quand on retire la clé. Et encore, des feux de stationnement qui, eux, ne sont pas obligatoires. Ces feux ne signalent qu'un côté de la voiture, le côté proche de la chaussée. Souvent, ce sont des feux de position dont on n'allume qu'un côté. Puisque l'on vient de parler de feu pour stationner, y a-t-il une règle pour la nuit? Si le véhicule est laissé sur la chaussée dans une rue non éclairée, il faut le signaler aux autres. Attention, l'éclairage public s'arrête parfois tout seul au milieu de la nuit. Si la rue est correctement éclairée toute la nuit, il n'y a pas besoin de laisser les feux de position ou de stationnement. Encore un point, si vous vous arrêtez sur l'accotement, pensez à éteindre les feux de croisement. C'est très gênant pour les usagers arrivant en face et si vous stationnez, éteignez tous les feux. Et par temps de brouillard? Comme la nuit, si le véhicule est sur la chaussée et risque de ne pas être visible, il faut le signaler. Encore un petit conseil pour l'hiver? Oui, pour éviter les départs impossibles quand il fait très froid, évitez de mettre le frein à main, car le gel peut parfois bloquer le câble. Bon, d'accord, mais comment peut-on assurer l'immobilisation d'un véhicule quand on ne met pas le frein à main? Il y a 2 techniques qui pourront être cumulées dans certains cas. D'abord, tourner les roues du côté du trottoir pour bloquer la voiture. Dans les fortes pentes, on peut même faire cela en complément du frein à main. Ensuite, enclencher une vitesse, la première ou la marche arrière à choisir en fonction de la pente.
Et enfin, on peut sortir de la voiture. Oui, en prenant les précautions minimum de sécurité. Regardez derrière avant d'ouvrir les portières. Fermez les portières, même pour un stationnement de courte durée. Ne jamais laisser les clés sur le contact. Évitez de laisser les documents dans le vide-poche. Ce n'est pas la peine de faciliter le travail des voleurs de voitures. On va maintenant aborder un sujet qui fâche, les sanctions. 3 types d'infractions au stationnement. Gênant, c'est-à-dire qu'il peut gêner les autres usagers. Sur le trottoir, sur un passage pour piétons, quand il y a un panneau d'interdiction. Dangereux, s'il peut provoquer un accident. Sur la chaussée dans un virage, sur un passage à niveau, mais il faudrait être fou pour laisser sa voiture comme cela. À proximité d'une intersection quand on gêne la visibilité. Abusif, c'est-à-dire trop longtemps au même endroit par rapport à la réglementation. Quand on dépasse l'heure dans une zone bleue ou un stationnement payant, quand on dépasse les 7 jours au même endroit sans bouger. D'accord, mais que risque-t-on réellement? Les peines sont toujours les mêmes. Une amende, dont le montant dépend du type d'infraction commise. Attention, c'est le propriétaire de la carte grise qui est responsable pénalement de son véhicule. C'est donc lui qui devra payer. La fourrière, qui permet d'enlever les véhicules mal stationnés pour les placer dans des endroits aménagés. En plus de l'amende, il faudra payer les frais de fourrière pour récupérer le véhicule. L'immobilisation du véhicule. Sabot par exemple. C'est une pratique qui a tendance à disparaître car cela bloque un véhicule dans un endroit interdit. Je dois allumer les feux de position. Pour stationner, oui, réponse A. Non, réponse B. Pour m'arrêter, oui, réponse C. Non, réponse D. Sur route, le stationnement et l'arrêt s'effectuent sur l'accotement. Bien placé, comme ici, je n'ai aucune raison de signaler mon véhicule ni pour stationner, ni pour m'arrêter. En effet, les voitures circulent sur la chaussée, et si un usager veut se placer sur l'accotement, il roulera à une allure qui lui permettra de voir un véhicule déjà arrêté. Réponse B et D. L'hiver, quand il fait très froid, pour stationner dans une descente, il est conseillé de serrer fort le frein à main. Réponse A. Tourner les roues du côté du trottoir. Réponse B. Passer une vitesse. Réponse C. Mettre une cale derrière une roue. Réponse D. L'hiver, un froid intense ou persistant peut amener un blocage du câble de frein à main. Pour éviter ce risque, je peux passer une vitesse, mais aussi, surtout dans une descente, tourner les roues du côté du trottoir pour bloquer la voiture. Réponse B et C. Dans une descente, mettre une cale devant une roue et non derrière est aussi une solution intéressante. Pour sortir d'un véhicule, il vaut mieux regarder derrière en utilisant le rétroviseur, réponse A, en se retournant pour avoir une vision directe, réponse B. Sortir du véhicule en sécurité est un élément important du stationnement. Il est indispensable de se retourner pour ne pas avoir d'angle mort, surtout si la voiture n'est pas parfaitement droite. La vision directe permet aussi une meilleure évaluation des distances et des vitesses. Réponse B. Pour conclure, 3 réflexions qui permettent de se souvenir de pratiquement toutes les règles pour stationner ou s'arrêter. Nous ne sommes pas tout seuls sur la route, pensons aux autres. Une fois stationnés, nous redevenons piétons. Quelques centaines de mètres à pied, cela ne peut pas faire de mal.